Les catégories d'Aristote. Cinquièmement, la substance suite. Une propriété commune à toute substance, c'est de n'être point dans un sujet. Ainsi, la substance première n'est pas dans un sujet et ne se dit d'aucun sujet. Quant aux substances secondes, il est tout aussi évident qu'elles ne sont pas dans un sujet. L'homme, en effet, peut se dire d'un homme quelconque comme sujet, mais n'est point dans ce sujet, car l'homme n'est pas dans un homme. De même, l'animal peut se dire d'un homme comme sujet, et pourtant l'animal n'est point dans un homme. J'ajoute que pour les choses qui sont dans un sujet, rien n'empêche que leur appellation puisse parfois être attribuée au sujet. Mais il est impossible que la définition s'y applique jamais. Pour les substances secondes, au contraire, l'appellation et la définition sont attribuées également au sujet. En effet, on attribuera la définition de l'homme à un homme quelconque, et celle de l'animal s'y attribuera tout aussi bien. Ainsi, la substance ne saurait être mise au nombre des choses qui sont dans un sujet. Ceci, du reste, n'est point spécial à la substance, puisque la différence aussi est une des choses qui ne sont pas dans un sujet. Ainsi, terrestres, bipèdes, se disent de l'homme comme sujet, et cependant ne sont pas dans un sujet, car le bipède, le terrestre, n'est pas dans l'homme. La définition de la différence est attribuée à l'objet dont est dite cette différence. Par exemple, si terrestre se dit en parlant de l'homme, la définition de terrestre se dit aussi de l'homme, car l'homme est un animal terrestre. Du reste, ne craignons pas, parce que les parties des substances sont dans leurs entiers comme dans des sujets, d'être obligés de repousser ces entiers du nombre des substances. Car en disant que telle chose était dans un sujet, nous n'avons pas prétendu dire qu'elles y fussent comme les parties dans un tout. Les substances et les différences ont cette propriété que tout ce qui vient d'elles est nommé synonymiquement, car toutes les attributions qui en viennent s'appliquent à des individus ou à des espèces. Il n'y a pas de catégorie qui découle de la substance première, parce qu'elle ne se dit d'aucun sujet. Mais parmi les substances secondes, l'espèce est attribuée à l'individu. Le genre est attribué à la fois aux espèces et aux individus. Les différences sont dans le même cas et s'attribuent aux espèces et aux individus. Les substances premières peuvent recevoir la définition des espèces et celle des genres. L'espèce admet aussi la définition du genre, parce qu'en effet, tout ce qu'on peut dire de l'attribut peut se dire également du sujet. De même, les espèces et les individus reçoivent la définition des différences. Plus haut, nous avons appelé synonymes les choses dont l'appellation était commune et la définition identique. Ainsi, tout ce qui dérive des substances et des différences est nommé par synonymie. Toute substance semble désigner un objet réel. Pour les substances premières, il est incontestablement vrai qu'elles désignent quelque chose de réel, puisque ce qu'elles désignent est toujours un individu et une unité numérique. Quant aux substances secondes, bien qu'elles semblent, par la forme même de l'appellation, désigner aussi une chose spéciale, comme lorsqu'on dit homme, animal, ceci pourtant n'est pas exact. Elles désignent plutôt une chose qualifiée. En effet, le sujet ici n'est pas un comme la substance première, puisque homme, animal se disent de plusieurs hommes, de plusieurs animaux. Pourtant, elles ne désignent pas non plus absolument une chose qualifiée, comme le ferait cette expression « le blanc ». Le blanc ne désigne en effet rien de plus qu'une qualité. Mais le genre et l'espèce limitent la qualité à la substance, puisque le genre et l'espèce désignent une substance qualifiée de certaines manières. Cependant, la définition est plus compréhensive par le genre que par l'espèce, car on y renferme plus de choses quand on dit animal que quand on dit homme. Les substances possèdent la propriété de ne point avoir de contraire. En effet, où est le contraire de la substance première, le contraire d'un homme par exemple, d'un animal? Évidemment, il n'y a point ici de contraire.
Il n'y a rien de contraire ni à l'homme ni à l'animal. Du reste, ceci n'appartient pas exclusivement à la substance. Ce caractère appartient aussi à plusieurs autres catégories, et entre autres à celle de quantité. Il n'y a pas de contraire à 2 coudées ou 3 coudées, pas de contraire au nombre 10, pas de contraire à aucune des choses du même genre, à moins qu'on ne soutienne que peu est le contraire de beaucoup, petit de grand. Mais quant aux quantités définies, elles ne sauraient jamais avoir de contraire. La substance ne paraît pas susceptible de plus ni de moins. Je ne veux pas dire qu'une substance ne soit pas plus ou moins substance qu'une autre substance, car j'ai déjà dit qu'il en était ainsi. Mais je veux dire que chaque substance ne peut être plus ou moins ce qu'elle est. Par exemple, si telle substance est homme, elle ne sera ni plus ni moins homme. L'homme ne sera ni plus ni moins homme que lui-même, ne sera ni plus ni moins homme qu'un autre. En effet, un homme n'est pas un homme plus qu'un autre, de la même façon qu'une chose blanche est plus ou moins blanche qu'une autre, mais qu'une chose belle est plus ou moins belle qu'une autre. On peut bien dire sans doute qu'une chose a du plus ou du moins comparativement à elle-même. Ainsi, d'un corps blanc, on dit qu'il est maintenant plus ou moins blanc qu'auparavant, d'un corps chaud qu'il est plus ou moins chaud. La substance, au contraire, n'est jamais ni plus ni moins substance, car on ne peut pas dire qu'un homme soit maintenant plus homme qu'auparavant. Et de même pour toutes les autres substances. Ainsi, la substance ne paraît susceptible ni de plus ni de moins. La propriété la plus spéciale de la substance semble être que, tout en restant une seule et même chose, elle peut recevoir les contraires. Pour toutes les autres choses, en effet, qui ne sont pas substances, on ne saurait dire qu'une seule et même chose reçoive les contraires. Ainsi, par exemple, la couleur, qui numériquement est une seule et même chose, ne sera pas à la fois blanche et noire, de même qu'une seule et même action ne saurait être en même temps bonne ou mauvaise. Ceci s'applique sans exception à toutes les choses qui ne sont pas substances. Pour la substance, au contraire, bien qu'elle reste une et identique, elle n'en reçoit pas moins les contraires. Ainsi, un homme, un seul et même homme, peut être tour à tour blanc et noir, froid et chaud, bon ou méchant. Quant aux autres choses, on n'y découvre rien de pareil, à moins qu'on ne soutienne que la parole, la pensée peuvent admettre les contraires. Une même assertion, en effet, semble pouvoir être fausse et vraie. Par exemple, si l'on dit avec vérité de quelqu'un qu'il est assis, cette même assertion sera fausse si cette personne vient à se lever. Et de même pour la pensée. Car si l'on pense vrai en pensant que quelqu'un est assis, cette pensée deviendra fausse si la personne se lève et que l'on conserve relativement à elle la même pensée. Même en admettant cette objection, il y a ici une différence formelle. C'est qu'en ce qui concerne les substances, elles ne sont pas susceptibles de contraire que par suite d'un changement qu'elles-mêmes éprouvent. Ainsi, le corps qui devient froid de chaud qu'il était a subi un changement puisqu'il devient autre. Ainsi, de noir, il devient blanc, de bon, il devient mauvais. Et de même pour toutes les autres choses, c'est parce qu'elles éprouvent chacune un changement qu'elles sont susceptibles des contraires. Mais la parole et la pensée restent elles-mêmes absolument et toujours immuables. Et c'est seulement parce que l'objet vient à changer qu'elles reçoivent les contraires. Ainsi, cette assertion que quelqu'un est assis demeure la même, mais la chose venant à changer, l'assertion peut être tour à tour fausse et vraie. Il en est de même pour la pensée. Ainsi donc, en ce sens, ce serait une propriété de la substance, spéciale du moins dans la forme, d'être susceptible des contraires par cela seul qu'elle éprouve elle-même un changement. Tout en admettant encore que la parole, la pensée sont susceptibles des contraires, on peut dire que cette opinion n'est pourtant pas tout à fait exacte. Si l'on dit que la parole et la pensée reçoivent les contraires, ce n'est pas qu'elles reçoivent réellement quelque chose, mais c'est de fait dans un autre objet que se passe ce changement. C'est uniquement parce que la chose même est ou n'est pas de telle façon que l'assertion peut être dite vraie ou fausse,
et non parce que la parole elle-même serait susceptible des contraires. Rien en effet ne saurait faire changer, ni la parole ni la pensée, en sorte qu'elles ne reçoivent point les contraires. En ce sens qu'aucun changement ne survient en elles. Quant à la substance, c'est parce qu'elle reçoit elle-même les contraires qu'on peut dire qu'elle est susceptible des contraires. En effet, la substance reçoit également et la maladie et la santé, et le blanc et le noir, et c'est parce qu'elle éprouve elle-même toutes les modifications de ce genre qu'on dit qu'elle est susceptible de recevoir les contraires. Ainsi, le propre de la substance serait, tout en restant identique et numériquement une, d'admettre les contraires par un changement qu'elle éprouve elle-même. Terminons ici ce qui concerne la substance.